Bonjour à tous, bienvenue pour parler du nouveau livre à paraître de Muriel Barbery à la rentrée littéraire prochaine, un livre qui s'intitule Une rose seule. Bonjour Muriel Barbery, Bonjour Yann. très heureux de vous retrouver pour parler avec vous de ce beau livre, Une rose seule. On va beaucoup parler de fleurs dans ce livre-là, mais Rose fait avant tout référence au prénom de votre héroïne que l'on découvre arrivant au Japon, à Kyoto, et c'est dans cette expérience japonaise que se passe l'ensemble du livre, une expérience pendant laquelle Rose va se lancer sur la trace d'un père, va découvrir un pays, va rencontrer une âme sœur, va peut-être même quelque part découvrir un endroit où vivre. Peut-être pouvez-vous nous dire la manière dont vous envisagez cette question-là, la renaissance, finalement presque la vita nova ou la deuxième vie de ce personnage. J'aime beaucoup votre première question parce que quand j'ai commencé à écrire ce roman qui s'est écrit très vite, euh, qui est court, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il s'est écrit si vite, je n'avais qu'une seule chose en tête, c'est que je savais que je voulais raconter l'itinéraire d'une femme, d'une quadragénaire probablement, euh, dont on suivrait le parcours de l'ombre à la lumière. Je voulais que sa vie s'illumine, qu'elle ait souffert, qu'elle ait traversé des épreuves, et puis qu'au cours d'un voyage initiatique, elle renaisse. Donc je ne savais que ça lorsque j'ai commencé à écrire le texte. Je savais que je la ferais errer dans une ville que j'aime infiniment, où j'ai brièvement vécu et où je retourne aussi souvent que je peux, Kyoto, et c'est tout. Alors c'est vrai que dans cette forme de renaissance, il y a à la fois la dimension japonaise, les villes, les odeurs, les fleurs, les paysages, les traditions, les temples. Et puis, il y a aussi la rencontre avec un homme qui s'appelle Paul, qui est l'exécuteur testamentaire du père. Et c'est aussi dans ce duo, dans ce partage des solitudes avec Paul que le livre prend une très grande dynamique. Oui, alors Paul est apparu très vite, mais au début, je ne savais pas ce qui allait se passer entre eux. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Il a été l'assistant de son père, japonais, qu'elle n'a jamais connu, et qui était marchand d'art ou agent d'art contemporain. Et ça a paru évident très vite que c'était une vraie rencontre et que quelque chose allait se tisser entre ces deux êtres éprouvés par la vie de manière très différente, on le comprend au fil du roman, mais qui chemineraient ensemble dans la ville. Le livre est un livre de contraste et c'est vrai qu'il y a notamment au début du livre cette référence au haïku de Issa qui dit beaucoup, me semble-t-il, aussi de la dimension du livre, c'est-à-dire à la fois une dimension tragique, de la dureté et du tragique de notre existence et en même temps un livre qui est traversé comme ça de raies, de lumière et d'horizon. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de ce double mouvement? Alors, la première fois que j'ai lu ce poème d'Issa, que je vous dis brièvement, nous marchons en ce monde sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs. J'ai trouvé une telle description et cristallisation de l'existence, telle que je l'ai toujours ressentie, que j'en ai été bouleversée. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Donc, il a fallu une dizaine d'années avant que le poème ne vienne inspirer un texte qui, comme vous le dites très justement, se joue entre tragédie et lumière. Et je trouve que cette, cette opposition entre l'enfer et les fleurs est finalement un condensé magnifique de l'existence. Et ça va porter les personnages tout au long d'un périple qui va les amener de l'enfer aux fleurs. Celles qui sont autour, puisqu'on se promène beaucoup dans les temples de Kyoto, dans les jardins de ces temples, et puis celles qui sont en eux, bien sûr. Oui, parce qu'il faut dire que du côté tragique de l'existence, il y a bien sûr la mort des proches, le rapport à nos chers disparus. Et c'est vrai que cette dimension-là, elle est vraie pour le personnage de Rose, pour le personnage de Paul, mais aussi pour d'autres personnages. Je pense à Bess, l'anglaise, je pense à un autre personnage d'écrivain chaman alcoolique. Il y a un rapport aussi finalement à la manière de porter ces morts et l'histoire des autres. Ça fait un moment maintenant que mes textes sont infiltrés de la question que je me pose, que nous nous posons tous, de savoir comment on vit
et la mort, mais surtout comment on vit avec ces morts, puisque les morts ont une vie, puisqu'ils nous accompagnent, puisqu'ils sont présents en nous. Et c'est sans doute pas un hasard, mais c'était pas prémédité que tous les personnages du roman étaient confrontés au deuil. Et les uns et les autres, différemment vécu ce deuil et différemment entrepris de le surmonter. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai fait se rencontrer Paul et Rose, sans savoir encore qui était Paul, comment ça se passerait, j'ai été saisie par l'idée qu'ils allaient cheminer ensemble sur le chemin de leur rapport à leur mort, au pluriel. Alors, il faut qu'on dise un mot aussi de l'écriture, puisque cette dimension japonaise, elle est aussi présente dans la manière dont vous avez envisagé l'écriture de ce livre, j'imagine, dans sa tonalité, dans son style, dans sa limpidité. C'est un livre très, très tenu, un livre de l'intériorité. Est-ce qu'il y avait vraiment aussi un travail sur la langue, sur le style qui a été important pour vous inscrire dans cette dimension japonaise, ou en tout cas dans l'ambiance du livre et de l'histoire de Rose? Alors, j'adore cette question parce qu'il y a une seule chose qui compte toujours pour moi au départ, c'est l'intuition que j'ai d'un style et d'un type de texte. Je savais dès le départ, pas parce que je connaîtrais si bien le Japon, mais parce que c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. J'avais en tête l'idée d'un texte court, nerveux, concis, qui soit le plus possible en finesse, avec une écriture resserrée, avec le plus possible de poésie brève. Et donc, très vite, comme j'avais une autre idée en tête, tout de même, pas seulement celle de l'itinéraire d'une femme, mais aussi celle de parler des fleurs, je me suis dit, ou plutôt j'ai désiré que le roman soit scandé par 12 chapitres qui correspondent à peu près à toutes les saisons, chacun ayant une petite parabole inaugurale mettant en scène des fleurs ou des arbres. Et évidemment des fleurs ou des arbres de Kyoto, du Japon, que j'ai si follement aimé lorsque j'y étais. Bon, il va falloir évidemment qu'on arrête cet entretien. On n'a pas fait le tour de ce très beau livre. Peut-être un tout petit mot sur aussi une sorte de renaissance pour vous, si on peut dire, ou en tout cas de nouveau départ. Vous changez d'éditeur avec ce livre. On a le sentiment aussi que vous allez vers une écriture peut-être un petit peu plus tenue, ou en tout cas un livre qui a en lui un style particulier. Peut-être un petit mot aussi aux libraires à qui est destinée cette petite vidéo sur la manière dont vous leur confiez ce livre. Oui, alors aux libraires que j'aime tant, d'abord je leur adresse toutes mes pensées les plus chaleureuses et tous mes vœux de bon courage pour la suite. Et alors ensuite, les libraires me connaissent puisqu'ils m'ont toujours défendu avec beaucoup de constance et je les en remercie du fond du cœur. Et ils savent que je change beaucoup de style, que je prends sans arrêt des tournants différents. Après des livres très foisonnants, je ne sais pas s'ils s'attendent à un texte aussi court, aussi épuré. J'espère qu'ils l'aimeront et en tout cas, moi, je les aime. Merci beaucoup Muriel Barbery. On parlait donc de ce livre à paraître à la rentrée littéraire chez Actes Sud qui s'intitule Une rose seule. Merci beaucoup à vous.